Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Romain, comme d'habitude, nous voici au jour numéro 14 du défi que je t'ai lancé. Et oui, je t'avais lancé un défi il y a 2 semaines déjà. Est-ce que tu te rends compte du pouvoir de la répétition un petit peu? Est-ce que tu te rends compte peut-être, tu t'es rendu compte que tu t'es amélioré peut-être en mathématiques? Est-ce que tu t'es souvenu de plusieurs détails que tu avais oubliés? Est-ce que tu as l'impression de t'améliorer un petit peu? Je t'assure que la répétition quotidienne, je l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, ça te permet de t'améliorer dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle matière, si tu veux augmenter tes notes, si tu veux devenir bon dans un sport, si tu veux devenir bon en musique, dans l'apprentissage d'un instrument, si tu veux devenir bon dans tes relations, si tu veux devenir bon dans n'importe quoi, en argent, en ce que tu veux, tu vois, des domaines qui peuvent compter dans ta vie. Donc voilà, sache que la répétition, peut-être que tu t'en rends compte petit à petit, simplement un quart d'heure, si tu les poses, si tu les fais tous les jours, toi c'est la différence entre regarder une vidéo et faire les choses tous les jours, ça va t'amener vraiment très très loin. Donc j'espère te faire petit à petit prendre conscience de ça, enfin je pense que tu le savais, tu vois. Mais aussi, il y a une différence entre le savoir et le faire vraiment. Hier, je parlais d'être spectateur, la différence entre être spectateur et être acteur en fait dans ta vie. Poser des actions, tu vois, semer un acte, semer une action dans le terreau quotidien. Et je t'assure que ça va t'amener très 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 loin. Alors, quelles sont les news? Quelles sont les news de ton côté? Tu peux laisser un petit commentaire si tu veux juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas. Et hier, par exemple, moi, je suis content parce que je suis allé voir un élève de Supélec, tu vois, un petit jeune qui est vraiment en dessous de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai passé déjà mon diplôme de Supélec en 2008. Enfin, en dessous de moi, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais disons qu'il est plus jeune, tout simplement. Et lui, il va sortir de Supélec en 2019. Tu te rends compte? 11 ans d'écart, en fait. Et c'était super intéressant parce qu'on a discuté longuement. On était dans le self, tout vide de Supélec. Je suis allé le voir hier à Supélec Rennes parce que Rennes, il y a 3 antennes en fait de Supélec. Tu as une à Rennes, tu as une à Gif, tu en as une à Metz. Et donc finalement voilà, c'était l'occasion pour moi de retourner dans cette école. Alors moi j'avais été à Supélec à Paris plutôt, dans la campagne parisienne. Et là ça me permettait d'aller discuter avec un élève. Tu vois, c'est aussi la puissance du réseau. Quand tu as fait une école, souvent le fait d'avoir fait la même école que quelqu'un d'autre, ça crée un lien en fait et tu vas pouvoir discuter avec lui même s'il y a une différence d'âge assez grande. Et c'était super intéressant parce que lui il monte son entreprise et on a discuté de tout ça hier. Donc c'était fascinant de pouvoir apporter ma petite pierre à son édifice et de pouvoir l'aider éventuellement et puis aussi d'échanger tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. De temps en temps je retourne dans mon ancienne école à Supélec à Paris. J'y suis allé il y a 2 ans pour un événement sportif. Bref, ça permet comme ça de tisser des liens avec d'autres personnes de cette école. Donc c'est l'avantage de pas mal d'écoles de commerce ou d'ingénieurs. Je ne sais pas comment ça se passe aussi pour les universités ou les DUT. Peut-être que c'est pareil aussi. Si tu réussis comme ça à tisser un lien, à vivre des moments forts, ça peut durer plusieurs années. Et voilà, tu peux comme ça retrouver des amis que tu as eus à l'époque ou simplement même aider des nouveaux venus dans cette UT ou cette université ou cette école, peu importe, tu peux vraiment tisser des liens et te créer un réseau très facilement de cette manière. Voilà, je voulais aussi te parler des activités aussi extrascolaires très très rapidement aujourd'hui. Est-ce que tu t'intéresses à quelque chose d'autre en dehors de l'école? Tu sais, moi je pense que c'est super important, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Je pense que ton métier futur, il va pas dépendre que de tes études, pas que de l'école. Il va dépendre aussi de toi, ce que tu aimes, par quoi tu es passionné en dehors de l'école, ce que tu fais aussi en dehors de l'école, par quoi tu es passionné, sur quoi tu es curieux ou curieuse. Qu'est-ce que tu explores, qu'est-ce que tu aimes lire ou regarder comme vidéo, ou qu'est-ce que tu aimes travailler, ou qu'est-ce que tu aimes créer aussi. Tu vois? Donc pose-toi ces questions, peut-être que tu as déjà une passion, et si tu n'en as pas, je t'encourage vraiment à devenir curieux, à explorer davantage. Parce que ça va te permettre de t'intéresser à différents sujets et peut-être que tu vas trouver un truc qui va te plaire vraiment. Tu vois, moi par exemple, je te l'ai déjà dit peut-être, enfin peut-être que tu t'en souviens, je te l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, moi j'adorais la 3D et j'adore toujours la 3D. Quand j'étais en lycée, je programmais des jeux en 3D avec pas des logiciels ou quoi que ce soit, hein, c'était de la programmation pure.
Et c'était passionnant parce que j'ai appris un max de trucs à cette époque-là, quand j'étais à partir de la seconde, première, terminale. Et d'ailleurs, je correspondais avec quelqu'un qui était à Lille. Bah voilà, on s'envoyait des astuces, etc. Et lui aussi faisait ses programmes de son côté, ses jeux. Et c'était fascinant, tu vois. J'adorais m'immerger dans cette passion. Et ça me permettait, en fait, quand je venais en cours, bah tu vois, je venais pas juste en cours écouter le prof. J'étais là à essayer d'imaginer comment ce que je voyais en cours pouvait m'aider dans mes projets à moi, en fait. Tu vois? Parce que je pouvais trouver des liens, je pouvais apprendre des choses qui pouvaient me permettre de programmer des meilleurs jeux, des jeux plus beaux, ou des jeux, voilà, des petites astuces, d'algorithmes, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être pas ton truc, toi, la programmation, mais c'est vraiment pour te dire que quand tu as une passion, ça illumine tout le reste, en fait. Tu vois, si tu es blasé un peu d'aller au lycée actuellement, bah, en fait, le fait d'avoir une passion, ça illumine tout. Et quand tu vas au lycée, bah, tu es plus motivé parce que tu as cette passion. Tu vois? Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Aujourd'hui, on va corriger les exercices, on va rentrer dans le vif du sujet. On y va, c'est parti. Donc là, hier, je t'avais donné, si tu rentres en seconde, imagine, tu as un dé cubique complètement normal, à 6 faces, donc un cube, quoi, et numéroté de 1 à 6. Donc là, tu vois, j'en dessine un petit très rapidement. Et imagine, tu as un jeton que tu lances. Alors, le jeton, il y a un sur la face du dessus, ou un et un 2 sur la face du dessous. Enfin, du dessus, du dessous, du dessous, du dessus, peu importe, c'est la même chose. Et nous, la question, c'était probabilité d'avoir 2. Et quelle est la probabilité d'avoir 2 si tu lances les deux en même temps? Et en fait, je vais te dire une chose, tu peux lancer le dé d'abord et le jeton après, ou alors les deux en même temps, ça ne change strictement rien en fait. Parce que tout simplement, les deux objets, quelque part, sont indépendants. Le dé, il n'est pas dépendant du jeton. Il ne va pas attendre que le jeton ait son résultat, tu vois, et se dire, ah ok, le dé, je vais tourner moi de cette manière, et puis je vais afficher un 2, un 6 ou quelque chose d'autre. Tu vois, non, non, non. Les deux objets, c'est-à-dire le dé et le jeton ici, sont indépendants. Et donc, finalement, bah, tu peux dresser un arbre et tu n'es même pas obligé de dresser un arbre. C'est toujours pas mal quand même de dresser un arbre, de dessiner un arbre des possibilités. Donc là, quelles sont les possibilités? On va le faire très rapidement. Bah, si tu lances le dé en premier, mais je te dis, hein, tu peux lancer les deux en même temps. Tu vas obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tu es d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la face du dessus du dé. Et si tu lances le jeton après, bah, quelles sont les possibilités? À chaque fois, c'est soit un 1, soit un E, soit un 2, tu es d'accord? Soit un 1, soit un 2. Donc finalement, bon, tu as combien de possibilités? Bah, finalement, t'en as 12, tu vois? T'en as 12, et nous, la question, c'était la probabilité d'avoir 2 en somme, hein. On imagine qu'on fait la somme des deux chiffres obtenus. Bon, et ben en fait, quand tu regardes ton arbre, bon là, je l'ai pas continué parce que c'est un peu long, tu vois? 1, 2, hop, 1, 2, etc. Et ben, en fait, quand est-ce que tu peux avoir un 2? Eh ben, il n'y a qu'une seule possibilité, hein, c'est quand tu as obtenu un 1 au dé et un 1 au jeton. C'est la seule possibilité. Donc finalement, tu peux te dire les choses comme ça. La seule chance ou le seul chemin, plus précisément, qui te permet d'avoir un 2 en faisant l'addition des deux, c'est ce chemin-là, c'est le chemin du haut, il n'y en a qu'un seul le chemin, et c'est un chemin sur 12, et tous les chemins sont équiprobables. Tu te souviens, il y a quelques jours, je te parlais de cette notion d'équiprobabilité, ça veut dire que tous les chemins ont la même probabilité d'apparaître, qui est de 1/12. Alors, on pourrait sortir des arguments supplémentaires, c'est justement dû au fait que le dé et le jeton sont complètement indépendants, donc en fait, tu vas presque pouvoir multiplier les probabilités entre elles, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir 1 en lançant le dé, c'est 1/6, tu es d'accord? Et la probabilité d'avoir 1 si tu lances le jeton tout seul, d'avoir 1 avec le jeton, bah, c'est 1 demi. Parce que tu vois, il y a deux faces, et les deux faces sont équiprobables. Donc, en fait, vu que les deux objets sont indépendants, tu peux multiplier les probabilités entre elles, et 1/6 fois 1 demi, tu retrouves 1/12. Tu vois? Donc, voilà, tu vas t'en rendre compte. Donc, tu peux justifier ton résultat soit en faisant un arbre comme celui-ci, et en ajoutant sur ta copie qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, tu vois, pour être clair. Et tu peux argumenter, on peut toujours aller plus loin en maths, on peut toujours revenir aux bases. Le prof va peut-être accepter à partir d'ici. Soit, si tu veux argumenter encore plus, pourquoi c'est équiprobable? Eh bien, parce que le dé est non truqué, donc chaque face a la même probabilité d'apparaître, tu vois. Et le jeton, de la même façon, il n'est pas truqué, tu vois. La probabilité d'obtenir 1 ou 2 est exactement la même, c'est 1 sur 2. Ça marche? Donc tu peux sortir ces mots-là, non truqué, non pipé aussi on dit pour un dé. Pour un jeton, ça peut se dire non truqué ou non pipé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas limé, on ne l'a pas truqué, tu vois, le dé ou le jeton.
Donc voilà, et aussi il y a une notion très importante que j'ai dit très rapidement, c'est la notion d'indépendance. Et c'est vraiment pour cette raison, hein, c'est vraiment pour cette raison que tu peux multiplier les deux probabilités entre elles ici. Tu vois, et c'est pour ça que tu retrouves à chaque fois un 1/2 ici, en probabilité sur les arcs de l'arbre. Ici, un sixième, etc., etc. Voilà, bon, j'espère que tu m'as suivi. Donc finalement, le seul chemin possible, c'est de faire un avec le dé, un avec le jeton. C'est le seul chemin. Des chemins, il y en a 12 possibles, il n'y en a pas d'autres. Parce que tu peux avoir un 5 et un 1, tu peux avoir un 5 et un 2, tu peux avoir un 4 et un 4 et un 2, tu peux avoir un 3 et un 3 et un 2. Bref, tu as compris, hein, je les ai tous listés. Et vu qu'il n'y a qu'un seul chemin sur 12 qui est possible, que tous les chemins ont la même probabilité d'apparaître, la probabilité c'est 1 sur 12. Voilà. Est-ce que tu as compris cet exercice? C'est pas évident, hein, les probabilités, hein, c'est toujours un petit peu spécial comme matière ou comme chapitre. Autre exercice que je t'avais donné, si tu passes en première, c'est l'algorithme. C'était tout simple, c'est si 1 sur 3 de A plus 2 tiers de B est supérieur à 1, alors tu affiches boum sur ton écran, sinon tu affiches repos. Voilà. Alors en fait, je t'avais donné, si tu rentres un A qui vaut 1 et un B qui vaut 1, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais le calcul, tu vois? C'est vraiment comme ça qu'on avance sur un algorithme, il faut le lire ligne par ligne. C'est vraiment ça. Donc tu le lis ligne par ligne et tu te demandes ce qu'il fait. Au début, j'avais mis lire A et lire B. Mais en fait, lire A et lire B, hein, les deux variables ici te sont données, tu vois, je les avais données dans l'énoncé, c'est ceci. Donc finalement, ligne par ligne, ça donne quoi? Ça, c'est ton algo. Hein. Et bien, ligne par ligne, mon A vaut 1. Souvent, on met une flèche comme ça, c'est-à-dire A prend la valeur 1. Tu peux mettre un égal aussi. Dans beaucoup de langages en informatique, c'est un égal. B prend la valeur 1. Ensuite, tu vois, on est à cette deuxième ligne-là, le petit point bleu. Ensuite, tu passes à la troisième ligne. C'est ce qu'on appelle une instruction si alors, if then en anglais, if then else. Eh bien, si tu as ça, tu vois, ce truc-là, en fait, si ce truc-là est vrai, alors tu fais boom. Si c'est pas vrai, alors tu feras afficher repos. Je n'ai pas mis afficher. Hein. Afficher, c'est une instruction aussi. Hein, dans beaucoup de langages. Enfin, souvent, ça va être plus compliqué que ça, mais tu peux afficher sur ta calculatrice certains messages. Et donc, là, si A vaut 1, si B vaut 1, tu en es à la troisième ligne. Eh bien, qu'est-ce que ça devient, ce truc que j'ai encadré en bleu? 1 tiers fois 1, parce que A vaut 1, plus 2 tiers fois 1. Ça fait combien, ça? Ça fait 1 tiers, tu es d'accord? Parce que ça fait 1 tiers, plus 2 tiers. Le fois 1, en fait, il ne change rien du tout. Donc ça te donne 3 tiers. Et 3 tiers, ça fait combien? Ça fait 1. Tu seras d'accord avec moi, je pense. Et est-ce que 1, là maintenant c'est la question qu'il faut se poser, parce que ça, en fait, c'est une question. C'est une sorte de test. Tu te demandes si ce test, ou si cette question, la réponse est vraie ou fausse. Donc là, est-ce que 1 c'est strictement supérieur à 1? T'as vu, il y avait ce symbole-là. Ça, c'est strictement supérieur. 1 n'est pas strictement supérieur à 1. S'il y avait eu un supérieur ou égal, ça aurait marché. Mais 1 n'est pas plus grand strictement que 1. Donc c'est faux. Donc ça veut dire que là, ça va afficher repos. Tu vois? Donc voilà. Et t'as vu, on a vraiment appliqué l'algorithme ligne par ligne. Donc si tu as un algo, lis-le bien ligne par ligne, il faut comprendre ce que fait chaque ligne. Voilà. Ensuite, on avait émis un deuxième cas. C'était ce deuxième cas, je vais peut-être changer de couleur. C'était, je vais le prendre, allez, en orange. On avait dit A égale 0 si A vaut 0 et B vaut 2. Donc là, pareil, tu reprends ligne par ligne. Donc, lire A, ton A, il prend la valeur 0. Ton B, il prend la valeur 2. Ensuite, tu calcules cette chose-là. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses sur ton brouillon à cette ligne-là. Donc, 1 tiers de 0, écoute, ça fait 0. Hein, plus 2 tiers de 2. Tu vois, je dis le 2, en fait, c'est un fois 2. Hein. C'est comme un pourcentage. 50% de quelque chose, c'est un 50 sur 100 fois quelque chose. Ça, c'est un petit truc important aussi. Eh bien, ça te donne, ça fait 0. Et 2 tiers fois 2, ça te fait 4 tiers. D'ailleurs, le fois 2, il devrait être juste au niveau du trait de fraction, du égal en fait. Hein, juste un petit peu en dessous. Donc là, ça te fait 4 tiers. Et 4 tiers, ça fait combien en nombre décimal? Ça, je t'encourage vraiment à le savoir, à le trouver. 4 tiers, ça fait 1,333333. Parce que 3 tiers, ça fait 1. Et si tu rajoutes 1 tiers, c'est-à-dire 0,33333, ça te fait environ 1,33333. Tu comprends? Et ça, est-ce que c'est plus grand que 1? Oui. Donc, ça veut dire que tu passes à la ligne d'après, tu ne feras pas le sinon. Ça, on ne le fait pas.
dans ce cas-là, et donc ça affiche boum sur l'écran de ta calculatrice. Boum! Voilà, et ça c'est vraiment le fonctionnement des neurones. Dans tes neurones, ça marche comme ça. Alors c'est vraiment très simplifié, très rapidement, les neurones, tu vois, ils sont reliés par des synapses, par des connexions, par des chemins, par des fibres en fait, pour simplifier. Et tu vois, ils vont avoir un signal d'entrée, une valeur en fait, un A et un B. Le neurone, il va faire sa tambouille, c'est un petit peu comme une fonction quelque part, avec plusieurs variables. Et à la fin, il va te sortir un résultat. Soit il va s'activer même, soit il va pas s'activer, pour faire simple. Donc actif ou pas actif. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis boom ou repos. Tu vois? Et en fait, il va avoir des seuils comme ça. C'est-à-dire que si, selon la valeur de A, selon la valeur de B, il va te faire une tambouille, il va te faire un petit calcul qui, bah voilà, ça va se jouer au niveau chimique en fait, et ça va s'activer ou pas à la sortie. Et le calcul que nous on a fait, c'est 1 tiers de A plus 2 tiers de B. Est-ce que c'est plus grand que 1? Si oui, alors ça s'active. Tu vois, c'est un peu binaire en fait, hein. C'est soit actif, soit au repos. Donc voilà, si tu t'intéresses à ça, c'est passionnant, hein. Tu peux ensuite créer des réseaux de neurones en informatique, et les réseaux de neurones, c'est à la base, enfin en tout cas c'est une approche en intelligence artificielle. Donc là, tu vas voir bien, dans quelques années, bientôt, des voitures qui se conduisent toutes seules, on en voit déjà petit à petit, ou des drones aussi qui atterrissent chez toi et qui t'apportent bah voilà, des épinards. Et ben en fait, tout ça, il y a des réseaux de neurones bien souvent derrière. Donc bah, si ça t'intéresse, creuse, n'hésite pas à explorer. Dernier exercice que je t'avais donné, si tu passes en termes S, V0 égale 1, Vn plus 1 égale, c'est une suite définie par récurrence, Vn plus 2n, et là il y avait une petite particularité, c'est qu'il y a du n ici directement, plus 3. Et la question c'est de calculer les 5 premiers termes, donc on va calculer V1, V2, V3, V4, nous on va s'arrêter là parce que tu vois ça va faire les 4 termes suivants, mais on a déjà le premier terme, c'est V0. Donc en tout ça te fera les 5 premiers termes. C'est une question un peu ambiguë d'ailleurs, hein. Donc V1, comment le calculer? Ben là tu remplaces n par 0, n qui vaut 0, parce que ça va te donner V1 si tu fais ça, ça va te donner V0 plus 1. Et partout, tu remplaces n par 0. C'est vraiment très important de prendre cette relation comme ça. C'est un remplacement de n par 0. Je répète, c'est un remplacement de n par une valeur qui va t'arranger. Donc là, c'est un 0. Donc ça va donner V0 plus 2 fois 0. Tu vois, je colle la formule, plus 3. V0, tu le connais, ça fait 1, plus 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, donc ça te fait 4. Voilà. Ensuite, tu continues, t'encadres ton résultat, hein, bien sûr. V2, par quoi tu remplaces le n? Par un 1. Parce que ici, ça va te donner V2. V1 plus 1, ça fait V2. Donc, ça fait V1 plus 2 fois 1 plus 3. Voilà, je pense que tu as compris le truc, hein. V1, tu l'as calculé auparavant, ça te fait 4, plus 3 et 2, 5. Donc ça te fait 9. On continue tranquillement. Par quoi tu remplaces le n? Par 2. Donc ça va te donner V2 plus 2 fois 2, plus 3. V2 c'est 9, plus 4, plus 3. 4 et 3 ça fait 7, 7 et 9, 16. Voilà, on ne sort pas la calculatrice, bien évidemment, hein, pour des calculs comme ça. Pour avoir V4, tu remplaces n par 3, donc tu obtiens V3, plus 2 fois 3, plus 3. Voilà. Et ça te donne 16 plus 6, 2 fois 3, plus 3. Donc ça te fait 9. Et 9 plus 16, ça te fait 25. Voilà. Quelle conjecture? Après, c'était la question, quelle conjecture tu peux... Je regarde l'heure parce que je veux pas que ça dépasse, je veux pas que ce soit trop long pour toi. Ça te fait, en fait, comme conjecture... Une conjecture, c'est ce que tu penses vrai en maths. C'est ce que tu supposes comme étant vrai, mais ça n'est pas démontré pour toute la suite. Ça peut être vrai dans les suites. Enfin, une conjecture, tu peux en faire dans n'importe quel domaine, hein. Bah là, en fait, ce que tu peux observer, c'est que tu passes de 1 à 3, à 4, pardon, à 9, à 16, à 25. Tu as vu, déjà, on a l'impression que les termes augmentent. Mais on peut aller plus loin, en fait. On voit que ce sont des carrés. Parce que ça, c'est le carré de 1. Ça, c'est le carré de quoi, en fait? C'est 2 au carré. Ça, c'est 3 au carré. Ça, c'est 4 au carré. Et 25, c'est 16 au carré. Tu vois, donc tu peux émettre que Vn, d'une manière générale, alors là, il faut bien regarder, V0, tu vois, le n valait 0. Là, c'est V1, et tu obtiens 2 au carré. Là, c'est V2, tu obtiens 3 au carré. Mais en fait, c'est n plus 1 au carré. Voilà. Et ça, c'est pas démontré, hein. C'est ce que tu penses vrai. Ce égal, là, il reste encore à démontrer de manière générale. On le voit juste sur les 5 premiers termes. Tu vois? Donc voilà le type de conjecture que tu peux sortir. Tu pourrais aussi dire que la suite a l'air croissante, ou strictement croissante.
Tu vois, quand tu fais une conjecture, tu utilises toujours le mot sembler ou a l'air, pas le verbe être en fait. Parce que justement, le verbe être, ça serait une affirmation, mais justement, tu ne peux pas faire une affirmation parce que ça n'est pas démontré. Ça marche? Voilà pour ces exercices, je te donne les prochains pour demain. Si tu passes en seconde en fait, si tu passes en seconde, imagine ta A c'est moins 4x plus 4 facteur de 6x moins 9 plus moins 4x plus 4, et là, la question c'est résoudre A égale 0. Ensuite, j'écris pas très bien, mais c'est pas grave, résoudre par tâtonnement si tu passes en première, résoudre par tâtonnement, hop, tâtonnement, je sais pas trop comment ça s'écrit, enfin il doit y avoir un accent circonflexe, 1,07 puissance n, le tout sur 3, plus grand ou égal à 1. Donc ça c'est assez intéressant, c'est par tâtonnement, c'est-à-dire que tu essayes avec la calculatrice par exemple. Et si tu passes en termes S, hop, je te donne une petite courbe de fonction. Hop, imagine, là, je vais mettre 1 moins 3, là, je vais mettre un moins 2, là, je vais mettre un 1, là, on va mettre un 1, là, on va mettre pareil un 1, là, tu vas mettre un moins 1, par exemple, pour ce point-là, et ici, tu peux mettre un 4, peu importe, hein, c'est pas forcément à l'échelle, là, tu as la courbe de f, et la question, c'est pour quel, avec un s éventuel, x, eh bien, f' de x égale 0. Voilà, ça peut être une question du bac. J'espère que ça t'a plu. On va terminer la vidéo là-dessus. Si tu es intéressé par les cours, je reprends les cours cette semaine et la semaine suivante et la semaine d'après, peu importe d'ailleurs toute l'année, il y a des cours avec moi, des séances en direct. Il y a aussi un espace membre avec plein de vidéos inédites qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube. Et aussi, je réponds par mail à toutes tes questions en mathématiques pour vraiment t'accompagner, pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses augmenter ta moyenne. C'est vraiment le but. Et surtout, augmenter ta moyenne et atteindre, si tu veux, ton ambition ou ton but, par exemple d'aller en médecine, par exemple de faire une prépa, par exemple d'atteindre le DUT de ton choix, d'aller dans l'école de ton choix. Eh bien, c'est parti. Je démarre cette semaine le programme Star en maths, seconde, première S et terminale S. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous dans cette vidéo et aller voir les témoignages par exemple de mes anciens élèves, par exemple les élèves qui ont passé le bac cette année, donc ça peut t'intéresser de voir ce qu'ils en pensent et puis de t'inscrire également à ce programme. Je te dis salut, à demain pour de nouvelles aventures et on tient bon le défi jusqu'à la rentrée. Hein. La rentrée en France métropolitaine c'est le 4 septembre, on tient bon, on fait notre quart d'heure de maths quotidiennement. Salut, à demain.